Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous, tout comme Arius qui est là avec nous autres. Ça va bien, Arius? Hey, ça va super bien, Jeff. Ça va super. Excellent. Encore un gros podcast ce soir qu'on réserve à nos auditeurs alors qu'on va recevoir. On peut-tu parler d'une légende du soccer à Montréal? On peut très bien dire, oui, éventuellement une légende dans le panthéon du soccer québécois, et Sandro Grande. Et puis, nous avons le privilège de pouvoir discuter avec un autre joueur international football canadien et du football québécois, si on peut bien mentionner. Et puis, ça va être vraiment le fun de pouvoir partager ça avec les auditeurs ce soir. Je pense que oui. On va aller le rejoindre à l'instant. Sandro Grande, bonsoir. Ça va bien? Oui, bonjour. Ça va? Ça va super bien. Et Sandro, comment ça va? Ça va, Arius, et toi? Oui, ça va super, merci. Merci pour l'invitation, les gars. J'ai hâte de jaser. Excellent. Et Sandro, merci beaucoup à toi. Merci à toi, premièrement, de ton temps et de ton privilège, le privilège de pouvoir discuter avec toi ce soir. Et puis à Jean-François de BBN Podcast, le président de BBN Podcast, qui nous permet de pouvoir discuter avec plusieurs personnages du football québécois. Donc, Jean-François, oui. Ben c'est ça, j'allais dire plusieurs personnalités. On a reçu plusieurs, Amandine, il n'y a pas longtemps. Voilà. Là, Sandro Grande, c'est le fun, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment plaisant. Et il faut partager les expériences des joueurs élites avec les gens de la province, parce que souvent, on oublie, souvent on les connaît pas. Amandine, c'est une fille que j'ai croisée au Centre national de haute performance, puis une très bonne joueuse. Puis c'est excellent que le monde au Québec comprend qu'il y a plusieurs talents masculins et féminins dans la province. Puis chapeau à tous ces joueurs-là, entre autres aussi Arius, qui a joué à un très bon niveau aussi. Alors, c'est important que les gens ils nous connaissent. Je pense que oui. Oui. Tu amènes un très bon point, Sandro. Ça le mérite, et dans le développement qu'on veut faire du soccer, dans ce qu'on veut démontrer aussi, puis intégrer cette culture soccer-là, peut-être à l'extérieur de la grande sphère montréalaise, je pense que c'est important de souligner, puis de montrer aux jeunes que c'est accessible. Parce que vous deux, je vais vous poser, c'est rare, Arius, je te pose des questions. Toi, tu es devenu professionnel à quel âge? À 18 ans. Sandro? Oui, 18, 19 ans. À peu près la même zone. Puis je pense qu'aujourd'hui, le parcours, sans dire qu'il est facile, il est un peu plus permissif, un petit peu plus accessible pour nos jeunes. Oui, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a plus d'opportunités. Je parlais aujourd'hui avec une autre personne, puis je disais, dans le temps, il fallait faire des vidéos sur cassette et envoyer ça par poste. Et tu savais même pas si la personne allait le recevoir, est-ce qu'il allait le visionner. Aujourd'hui, si je vous envoie une vidéo par Internet, je sais si vous avez répondu, si vous avez regardé, je sais tout. Alors, tu t'envoyais cette cassette, puis tu t'espérais qu'un jour, le téléphone allait sonner. Puis le téléphone, c'était pas un cellulaire, c'était à la maison, alors c'était drôle, ça. Ouais. Oui, mais tu amènes un bon point, Sandro. Non seulement il fallait envoyer une cassette et tout, mais qui aurait pu imaginer que, surtout que dans ce temps-là, le football canadien n'était pas vraiment super reconnu mondialement, et qui aurait voulu donner l'opportunité à un jeune joueur québécois qui joue pour FC Saint-Léonard. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, Sandro Grande, né à Montréal, a commencé sa carrière. Sandro, si tu veux nous dire rapidement, s'il te plaît, expliquer un peu.
Oui, grandi dans l'est de Montréal comme toi, Arius. Moi, dans le quartier de Saint-Léonard, dans le club, j'ai joué dans mon quartier pendant toute ma jeunesse et jusqu'à 18 ans. J'avais tellement à cœur le maillot, puis je voulais pas changer de club et on se disait les mêmes choses avant. Arias, c'est des rivalités entre toi et moi et d'autres clubs. Puis c'était des bons matchs, des bonnes compétitions où est-ce que, comme jeunes, on était tous en train de chercher la même chose, l'amour pour ce beau sport et l'amour de juste jouer avec les amis sur le terrain, faire je dis des batailles, c'est pas vraiment des batailles, mais c'est vraiment une belle compétition saine. Oui, exact. Des compétitions saines, comme tu as dit. Exact. Puis, on se voyait plus souvent durant l'année quand on faisait les camps d'entraînement avec l'équipe du Québec ou avec l'équipe nationale, le centre de performance. Alors, c'est là où est-ce que on était vraiment tout le monde attaché. Je pense pas qu'on avait des rivalités où est-ce que il y avait des gens que tu aimais pas. Non, on aimait tout le monde, même si durant l'année on portait d'autres chandails, c'était correct parce que quand on était ensemble avec l'équipe du Québec, on était tous ensemble. On était tous des Québécois, tous de Montréal, puis on était fiers de porter ce maillot du Québec. Exactement. Ouais. En parlant de rivalité, moi j'ai grandi à Jean-Talon-Rosemont, et pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, donc on jouait souvent l'un contre l'autre, Saint-Léonard, qui était dans la région Bourassa. Comme expérience de vie, je crois que ces rivalités-là ont eu beaucoup d'influence sur notre développement, Sandro. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est là où est-ce que tu trouves l'amour pour le sport et où est-ce que tu trouves le vouloir de sacrifier à 17, 18 ans pour peut-être partir. Toi, t'es resté à Montréal un peu. Après ça, t'es parti à Chicago. Si je ne me trompe pas, non? À Chicago. Exactement. Puis moi, j'avais la chance d'aller aux États-Unis avec une bourse d'études. Je l'ai pas accepté à la fin, mais quand même, on s'est créé nos propres cheminements. Et comme on a dit tantôt, avant, il n'y avait pas beaucoup de cheminements. Puis c'était difficile, vraiment difficile de partir. Et moi, j'ai osé partir en Europe. Avant moi, en Europe, de Montréal, peut-être il y avait juste Alex Bumbury, quelques personnes, pas beaucoup. Et j'ai dit, regarde, j'ai dit à mes parents, je vais aller là-bas, je vais tenter ma chance parce que je pense que j'ai le talent pour le faire. Puis si j'essaie, puis j'ai pas de succès, c'est pas un problème. Au moins, je sais que j'ai essayé. C'est tout. You know? Est-ce que c'était à cette époque-là pas mal la seule fenêtre pour devenir justement professionnel? On se parlait tantôt d'envoyer justement des cassettes par la poste puis espérer un retour, mais la voie européenne, elle était finalement, si on voulait devenir un joueur pro, elle était la marche à suivre, là. Oui, mais tous les deux, Arius, est-ce que tu étais repêché par l'Impact aussi? Oui, j'ai été repêché par l'Impact. OK, on était repêchés tous les deux par l'Impact. Alors, il y avait ce cheminement-là. Mais tout le monde savait que le championnat, dans notre temps, c'était juste 6 mois et tu étais payé juste 6 mois. Alors, tu devais aller, presque tous les joueurs qui jouaient avec l'Impact durant les 6 mois de l'hiver, ils allaient jouer à l'intérieur. Alors, il y avait ce type de championnat. Moi, je voulais pas jouer vraiment à l'intérieur, alors j'ai décidé de dire, OK, je vais tenter ma chance en Italie, même si c'était juste commencer en 4e division, c'est pas un problème, parce que, en Europe, il y a tellement de réseaux. La 4e division, t'es pas pogné là-bas pour toute la vie. Si tu performes, il va y avoir quelqu'un qui va venir te voir. Ça, c'est sûr. Et il y a tellement de compétitions, 3e, 4e division, puis tout le monde peut monter, tout le monde peut descendre. T'as pas ta place en 1re division pour toute ta vie ou en 4e division. Si tu fais bien, tu montes. Si tu fais mal, tu redescends en 6e, 7e division peut-être, you know? Puis, exact. You know?
Et ta carrière a commencé en 97 et le club que tu faisais partie en Italie, c'était un club semi-pro ou un club professionnel, Sandro? Alors, il y avait des clubs dans ce championnat-là qui travaillaient dans une façon semi-professionnelle. Et moi, les clubs que j'ai signé avec, on était tous payés, les joueurs, et on travaillait, on s'entraînait 6 fois par semaine, plus le match le dimanche. Alors, c'était vraiment professionnalisme. Professionnel. Et ce qui est important, c'est que tout est attaché. Alors, si tu gagnes le championnat, tu montes, puis tu deviens professionnel à temps plein. Alors, c'est plus ou moins, tout est attaché. Nous autres, on avait des contrats, on avait les clubs avec qui j'ai joué, on avait des contrats, on avait des ententes. Et nous autres, c'était professionnel, mais pas tous les clubs travaillaient dans une façon professionnelle. Mm-hmm. En débutant ta carrière en Italie, par la suite, de retour à la maison, de temps en temps, des fois tu voyageais, des fois tu revenais. Comment tu faisais pour t'adapter, toi qui revenais quand même de l'Amérique du Nord, d'un pays de confort, où est-ce que les parents et tout, et puis où est-ce que, bon, ben, on t'amenait au soccer, on te ramenait à la maison, où est-ce que tu arrives en Italie, c'est totalement un autre différent de vie, et puis tu dois vivre comme un jeune homme de 17 ans, je vive comme un homme. Comment tu t'es adapté, puis tu peux nous expliquer un peu comment que... Mais regarde, ce qui est drôle, c'est que moi, pas beaucoup de monde connaît ça, mais à 18 ans, quand je suis parti de Montréal, j'ai dormi dans l'aéroport de Lisbonne, en Portugal, avec mes bagages. Et toute la nuit, j'avais juste 18 ans. Alors, c'est sûr que le monde, il pense, ah oui, regarde, je sais pas, Neymar, il a beaucoup d'argent. Mais peut-être Neymar, il est né dans le quartier plus pauvre du Brésil. Alors, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il a vécu. Oui, c'est facile de dire aujourd'hui Neymar ou Messi, mais si on regarde vraiment leur histoire, et moi, c'était la même chose. Je suis parti avec un rêve, avec mes bagages. Oui, je suis italien d'origine, mais quand je suis arrivé en Italie, je parlais pas très très bien en italien. Alors, je comprenais très bien, mais au niveau parler, c'était un peu plus difficile. Alors, j'arrive là-bas, tout le monde, c'est sûr que tout le monde commence à, je sais pas comment dire ça, à intimider sur le terrain. Alors, tu sais, avant, le mot bully, ça existait pas, puis c'était quelque chose qui était normal, puis tu sais, eux autres, ils faisaient des blagues sur moi, mais j'étais tellement focus, tellement concentré de ce que je voulais faire, puis je me suis dit, regarde, t'es ici, fais ton mieux, si le monde t'apprécie pas, c'est pas un problème, mais si tu travailles puis tu t'intègres bien l'environnement, tu vas voir qu'ils vont t'aimer. Puis à fur et à mesure, après 2-3 semaines, ils sont tous devenus mes amis. Puis tu sais, on avait un appartement, on était, je pense, 6 joueurs dans un appartement. On avait des fous tournois de PlayStation chaque jour, you know. Alors on faisait les entraînements, on retournait chez nous, on mangeait tout le monde ensemble. C'était vraiment une famille. Et c'est quelque chose que j'avais pas vécu ici. Et honnêtement, même si j'allais pas signer des contrats de plus haut niveau, whatever, ça c'est une expérience de vie que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est quelque chose que je vais toujours me souvenir. Puis c'est des belles, des beaux souvenirs. Des belles années. Yeah, des belles années, c'est ça. Puis en parlant de tout ça, Sandro, tu parles de quelque chose qui était très important. Tu dis, bon, tu as dû t'adapter à la nouvelle culture italienne, toi-même qui étais d'origine italienne. Tu es arrivé là, tu parlais pas super bien la langue italienne. Non seulement à la culture italienne, tu as dû t'adapter, mais tu as dû aussi t'adapter à la culture footballistique italienne. Et comment tu compares la culture du football italien avec la culture du football nord ou québécois? Mais regarde, moi je suis parti, j'étais un attaquant ou un numéro 10. Je suis arrivé là-bas, l'entraîneur il m'a dit, tu joues quelle position? J'ai dit attaquant, numéro 10. Il dit, OK, pas de problème. Il me laisse sur le terrain, il me met attaquant, il me met en 10.
Et là, tout d'un coup, après la moitié de la séance, il me dit, garçon, mets-toi en milieu défensif. Je veux te voir là-bas parce que t'es pas un attaquant pour moi, puis t'es pas un numéro 10. Et j'ai rien dit. Je l'ai pris. J'ai dit, je vais faire tout. Puis, tu sais, les 4 premiers matchs, j'avais pas joué dans ce club. Et j'étais le 5e ou 6e milieu de terrain. Mais là, il y avait des blessures. Et après 4 matchs, il y a des blessures, il y a des suspensions. Et tout d'un coup, je joue un full match. Je suis un des meilleurs sur le terrain. Et là, je joue comme 29 matchs de suite. Puis là, excuse-moi si je t'arrête, Sandro. Puis pendant ce temps-là, oui. t'es rendu à quel moment dans ta vie? Puis t'es rendu à quelle équipe? À Isernia, en 97, à Isernia, 98. Okay. Et c'est tout, tu sais, mais c'est trop facile pour les jeunes d'aujourd'hui de dire, où je vais aller en Italie, ou je vais aller en France, ou je vais aller en Allemagne, puis je vais jouer, puis si je joue pas, je change d'équipe. Mais c'est facile de dire ça. Le problème, c'est que, même maintenant, quand je regarde, puis il y avait des moments où est-ce que avec un entraîneur, ça a bien été, puis avec un autre entraîneur, c'était peut-être pas aussi bien. Puis moi aussi, je regarde, puis je dis, je cherchais toujours des excuses. Si je retournais derrière, j'allais avoir tellement une autre mentalité par rapport à ça, parce que là, je suis devenu entraîneur. Alors, je vois l'autre côté de la médaille. Exact, de la médaille, puis je me dis, là, je comprends les joueurs. Je comprends les entraîneurs, je comprends les joueurs. Et malheureusement, j'avais pas compris tout de suite. Mais, parce qu'il il va y avoir des moments où est-ce que c'est très bas, il va y avoir des moments où est-ce que ça va être très, très haut. Et il faut gérer les deux. Ouais. Quand tu es très haut, rester humble. Quand tu es très bas, travailler très fort pour remonter. C'est vraiment ça. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, pourquoi je t'ai posé cette question-là, Sandro, qu'est-ce que j'essaie de faire de comprendre aux auditeurs, aux parents qui ont des joueurs qui jouent au soccer et qui aspirent peut-être un jour de jouer professionnel, c'est qu'aujourd'hui, toi-même qui as été dans le foot ici, dans le développement du foot, on voit des jeunes qui disent, moi, je joue attaquant et je joue aucune autre position. Et quand tu lui dis, c'est important que moi, je te vois que tu peux jouer cette position, mais le parent vient intervenir entre toi qui es le technicien et le joueur. Comment tu as fait, toi, pour t'adapter à tout ça? Toi qui as joué pro, qui a connu des carrières quand même, une carrière quand même impeccable, comment tu as fait pour t'adapter et l'installer dans ton club? Moi, c'est une des premières choses que, quand je suis arrivé dans le club, j'ai expliqué bien aux parents, les joueurs ne vont pas juste jouer une position. Parce que l'apprentissage d'un joueur de football, ça vient dans plusieurs formes. Je fais un cours en ce moment, un cours de FC Barcelone, puis j'ai tellement appris dans ce cours, c'est incroyable. Puis les choses qu'ils disent, les enseignants, c'est vraiment, c'est logique. C'est logique, c'est vraiment logique. T'sais, si tu joues attaquant, souvent t'es dos au jeu. Alors t'as le but de l'adversaire derrière toi. Si tu joues défenseur, t'as tout devant toi. Alors t'as une autre façon de regarder. Si tu joues à droite, tu vois juste une façon le terrain. Si tu joues à gauche, tu le vois dans une autre façon. Il y avait une phrase dans le cours où est-ce que l'enseignant il décrit le foot puis il dit un joueur de foot va jamais répéter la même action 2 fois dans sa vie. Puis tu dis, OK, comment ça? Tu commences à penser, puis tu dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que le contrôle va jamais être la même chose. Le défenseur va jamais être placé de la même façon. Peut-être ton pied d'appui, peut-être la largeur de tes jambes, peut-être le vent, peut-être Alors, c'est vrai, c'est comme, wow, puis et nous autres, on veut faire l'enseignement du foot peut-être avec des cônes et répéter des exercices. Mais répéter des exercices dans un match, c'est pas ça. Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs choses qui changent. Alors, moi, dès le début, j'ai dit aux parents, ils vont savoir jouer 2, 3 positions.
Pourquoi? Parce que le jour où est-ce que ton entraîneur professionnel va te dire, hey Arius, aujourd'hui, j'ai pas besoin de toi là-bas, ou tu peux pas faire l'équipe ici en Allemagne, par exemple, comme arrière droite, mais tu peux le faire comme ailier gauche. Si toi, t'es pas ouvert avec l'esprit, mais tu vas perdre une opportunité. Puis on le voit très bien avec Alphonso Davies qui Ben oui. est devenu un latéral gauche incontestable, et c'était pas sa position naturelle avant d'arriver au Bayern. Non, c'est sûr. Puis moi, je veux être très honnête avec tout le monde. Souvent, je le dis, on est Canadien. Alphonso Davies, il est Canadien. C'est un bon joueur, un très, très bon joueur, un joueur mondial. OK? Mais quand tu t'en vas du Canada et tu t'en vas en Allemagne et tu joues pour Bayern Munich, comme ailier, tu as des gars comme Arjen Robben, tu as des gars comme Thomas Müller, tu as des gars comme Kingsley Coman, comme Gnabry. C'est pas des joueurs de n'importe quoi, là. C'était cool, c'est ça, exact. You know? Et ce club-là, sur le banc, ils ont Douglas Costa. C'est l'année passée, en finale de la Champions League contre Paris Saint-Germain, souvent, tout le monde parlait d'Alphonso Davies comme quoi c'est phénoménal. Mais t'as vu, il y avait des moments où est-ce qu'il jouait contre Angel Di Maria, que Di Maria lui a mis en difficulté. Deux ou trois fois, là, il a dribblé, puis tu voyais, le jeune, OK, il est encore jeune, dans 5-6 ans, il va être encore plus fort. Et j'ai aucun doute que Di Maria va pas le passer. Mais juste pour te dire, tu viens du Canada, l'expérience que Di Maria, il a eu en jouant contre Agüero, en jouant contre tous des phénomènes toute sa vie, toi, tu l'as pas ce vécu. Tu sais, t'as grandi à Vancouver, t'as grandi à Edmonton ou t'as grandi à Montréal comme nous. Oui, avec tout le respect pour moi et Arius, moi et Arius, on n'est pas des joueurs de niveau mondial comme ces gens-là. Alors, les batailles entre moi et Arius, c'est des bonnes batailles, mais de notre niveau. Eux autres, ils ont joué à un autre niveau. You know, like, c'est comme, il faut avoir l'ouverture d'esprit pour être capable d'avancer. T'amènes un bon point et on parle de niveau. Comment tu considères le niveau de la qualité du foot au Québec? Et si on compare à nous, moi et toi, on a joué à un niveau, un bon niveau quand même. On n'avait pas le même encadrement que les jeunes ont aujourd'hui. Les jeunes ont eu des Sandro Grande, les jeunes ont eu des Arius Roldej pour les enseigner. Tandis que nous, on avait des papas, mamans passionnés qui nous criaient après pour gagner les matchs. Comment tu analyses le niveau de football aujourd'hui? J'ai des cassettes, Arius. J'ai des cassettes même peut-être contre toi. Et, on jouait pas un bon foot. J'ai regardé ces cassettes-là. Peut-être on avait plus de talent que les jeunes d'aujourd'hui, mais comme tu dis, les jeunes d'aujourd'hui sont chanceux d'avoir toi comme entraîneur. Sont chanceux d'avoir Abraham François comme entraîneur, ou Kyriakos Siladopoulos, ou Sandro Grande, ou Mike Vitulano. Nous autres, on n'avait pas ça. Même Andrea, tu connais bien Andrea. Andrea, c'est un coach phénoménal, un très haut niveau. Mais quand il coachait nous autres à Saint-Léonard, il n'avait pas le niveau d'entraîneur qu'il a aujourd'hui. Et lui aussi, il le dit. Nous autres, on faisait presque rien dans les entraînements. Et, tu sais, alors, aujourd'hui, le foot que les jeunes jouent, c'est beaucoup plus fort que nous, au niveau tactique, au niveau technique. Pas au niveau technique, mais au niveau tactique. Et au niveau positionnement. Nous autres, ce qu'on avait, c'est qu'on est né avec le foot. Toi, est-ce que tu es né au Canada, toi, Arius? Ou... Je suis né en Haïti, mais... OK. Alors, toi, tu viens d'un pays exact. Tu es né avec le foot. Moi, je suis né à Montréal, mais mon père, chaque dimanche matin, il regardait les matchs. Alors, nous autres, on avait la culture du foot. Aujourd'hui, certains, ils ont pas ça. Ils aiment le foot, mais souvent, même dans mon club, est-ce que vous avez vu le match? Quel match? Mais comment ça, quel match? Hier, il y avait, je sais pas,
Manchester City contre Arsenal. Est-ce que tu as vu le match? Non, j'ai pas vu le match. Non. Comment ça, t'as pas vu le match? Mais dans notre temps, il y avait moins de matchs, puis on regardait tous les matchs. Exact. Non, Aujourd'hui, on avait un peu plus de culture. Aujourd'hui, ils regardent les highlights. Ils regardent les highlights sur YouTube. Ouais. Parce qu'ils ont Netflix, ils peuvent regarder les programmes quand ils veulent. Nous autres, si on regardait pas le programme à 7h30 le lundi soir, c'était fini. Tu pouvais pas revenir. Sandro, tu viens de Montréal. Beaucoup d'amateurs de foot au Québec connaissent Sandro Grande. Comment, quand tu es revenu, moi, ça m'intéressait de savoir, quand tu es revenu jouer pour l'Impact de Montréal, premièrement, c'est sûr que pourquoi tu es revenu jouer à Montréal? Est-ce que tu aurais pu continuer ta carrière en Italie? Et est-ce que un Nick DeSantis ou un Mauro Bello ou un John Miatis a eu une influence sur toi quand tu étais jeune? Et puis, est-ce que tu as eu le temps de jouer avec ces trois joueurs-là? Moi, premièrement, je suis retourné à Montréal. OK, alors, je suis passé de la 4e division en première division en 2000 en Italie. J'avais un contrat de 3 ans. Malheureusement, j'étais pogné dans une situation entre agent et club et j'ai signé des documents que je devais jamais signer. Pratiquement des documents qui disaient que j'annulais mon contrat après 6 mois. Et c'était tout un jeu entre agents et tout ça. OK? Alors, ça, c'est la première chose. Mais, alors, de là, je vais jouer en 3e division. Et tout commence à être négatif autour de moi. Des expériences très négatives. J'ai pas eu de paiement. Mon appartement, il y avait pas d'échauffement. Il y avait pas l'eau chaude et tout, toutes des choses étranges autour de moi. Puis je me suis fié des mauvaises personnes, pratiquement, en Italie. Des personnes que moi je pensais qu'ils avaient le bien pour moi, mais honnêtement ils avaient pas le bien pour moi, ils avaient le bien pour eux autres. Mais c'est correct, c'est une expérience de vie, non? J'ai quand même tenté de me mettre en question en Italie. J'ai été signé avec un club en 2003, un club de 4e division de nouveau, et j'ai dit au président avant que j'ai commencé la saison, j'ai dit regarde, je sais que vous voulez gagner le championnat et vous voulez monter en 3e division, mais moi comme objectif, j'ai de performer et partir et monter de catégorie de nouveau. S'il vous plaît, si j'ai la chance, laissez-moi aller parce que j'ai déjà une histoire en première division que j'ai des choses qui sont arrivées puis je veux voir si je peux remonter l'échelle. Lui m'a dit no problem, pas de problème. On va t'aider. Je fais un championnat de 3 mois et demi jusqu'à Noël, jusqu'à mi-saison, phénoménal. Et là, de nouveau, ça repart avec les intérêts des clubs de 2e division et 3e division. Là, il y a un club de 3e division au mois de janvier, il me dit, regarde, j'ai un contrat pour toi. Il me donne le contrat, il dit, retourne à ton club en 4e division, va parler avec le président parce que nous autres, on va pas payer un frais un transfert. Et tu vas pouvoir nous rejoindre. J'ai dit, pas de problème. Je retourne vers le président et il voulait pas me libérer. Et là, j'ai dit, regarde, on a eu une parole, moi et toi, on s'est regardé, on était honnêtes un avec l'autre. J'ai demandé ça, vous avez dit oui. Et là, 4 mois plus tard, j'ai cette opportunité et vous me laissez pas partir. C'est pas juste. Vous êtes pas honnête en ce moment. Et j'ai dit, regarde, si vous me laissez pas partir, moi, je vais retourner au Canada. Et il a dit, non, tu peux pas retourner au Canada. J'ai dit, regarde, si vous me laissez pas aller, j'ai un contrat sur la table. Si vous me laissez pas aller, je vais retourner au Canada. Puis moi, il m'a pas laissé aller à l'autre club. J'avais la chance de signer avec l'Impact. Puis si j'allais signer avec l'Impact, il y avait pas de transfert ou quoi que ce soit. Et je me suis mis dans la tête, je retourne à Montréal, je vais à l'université et je vais jouer un peu avec l'Impact. C'était ça mon objectif. Quand je suis retourné, après ça, le fait de revoir mes amis, le fait de rester à la maison, de voir mes parents chaque jour,
de retourner dans mon cercle. Dans ton confort. Dans mon zone de confort. J'ai commencé à jouer, mais en 2004, j'ai fait un championnat extraordinaire avec l'Impact. On a gagné le championnat. Puis, je me souviens. C'était juste la libération mentale. Et de là, c'était Nick DeSantis qui m'avait appelé pour retourner, lui puis Nick Filippone. Okay. Puis je suis retourné. Moi, je suis retourné pour rester à la maison. Mais après 3-4 mois de nouveau, l'équipe nationale m'appelle, des clubs en Europe commencent à appeler. Alors là, c'était comme, wow, je retourne chez moi pour jouer avec l'Impact et pour aller à l'université. Et là, il y a de nouveau des clubs en Europe qui m'appellent. Et c'était bien parce que je me suis remis en question. Je suis reparti de nouveau en Norvège. J'ai fait 3 belles années en Norvège. Et là, à la fin, je suis retourné à Montréal. J'avais des blessures. J'avais pris comme, je pense, 6-7 mois de repos pour guérir mes blessures. Et c'est tout. Et tu vois, JF, j'amène un point pour que les auditeurs comprennent. J'ai posé la question à Sandro pour que les gens comprennent que être un joueur professionnel, c'est pas juste performer sur le terrain. Il y a aussi d'autres aspects en dehors du terrain qui peut déranger le joueur. Donc, il vient de l'expliquer totalement. Très bien. Puis, oui. Et puis, c'est ça, il y a une zone de confort où l'athlète est à l'aise. Et ça aussi, ça fait partie des concessions qu'un jeune doit évaluer, à savoir s'il est prêt ou s'il n'est pas prêt encore à quitter. Oui. Sandro est milieu de terrain. A-t-il des conseils pour les jeunes milieux? Oui, beaucoup. Plein. Beaucoup. Mais, tu sais, je fais une phrase très courte, très simple à tous les parents. Le foot est un sport de prise de décision. Plus de fois tu as le ballon dans les pieds, plus de fois tu peux prendre des décisions. Et si ton pourcentage de décision elle est très haute de réussite, mais tu progresses et tu vas être un bon joueur. Si tes prises de décision et la réussite est très bas, c'est là où est-ce qu'il faut travailler. Mais c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a autour de toi, toujours en train de tourner la tête, être capable de jouer avec les 2 pieds au milieu de terrain, c'est très important. Et courir moins parce que tout le monde plus intelligemment avec le cerveau. C'est les meilleurs milieux de terrain, Andrea Pirlo, Xavi, Iniesta, Guardiola, Xabi Alonso. Il y a tellement de bons milieux de terrain, puis c'est pas la course qui faisait leur jeu, c'est vraiment le savoir où est-ce que le terrain il était, où est-ce que les espaces ils étaient, puis c'est tout. Puis à un moment donné, cette gestion de l'énergie-là devient importante dans un match où tu espères progresser et jouer 90 minutes, tenir le match pour montrer que tu peux jouer 90 minutes. Cette gestion-là dans la prise de décision, elle est importante. Mais oui, parce que c'est facile de dire tu vas jouer 90 minutes, mais il y a une grande différence entre jouer 90 minutes à peut-être 10 km par 90 minutes. Des fois, tu fais 10 km. Et si tu fais 12 km, mais ça veut dire que tu as gaspillé 2 km de plus. Puis je suis sûr à 100% que si on va regarder les statistiques des gars qui utilisaient beaucoup plus le cerveau, eux autres, ils couraient moins sur le terrain. Je suis pas mal sûr. Salut Roldège, salut Sandro. Nous avons besoin beaucoup plus de gens comme vous dans ce sport. Félicitations à Sandro pour ta nomination et félicitations à tout le monde pour le bon programme. Merci pour le bon programme. Félicitations à Sandro. La nomination en question, si jamais vous étiez sur une autre planète cette semaine, Sandro Grande devient directeur technique U15, U17, U19 et vice-président au recrutement pour le Manic de Montréal. Belle expérience également pour poursuivre le développement des jeunes. Oui. Regarde, quand j'ai commencé à faire l'entraîneur en 2011, je me suis mis en tête que je voulais transmettre la passion. Avec Étoiles de l'Est. Ça, c'était avec les Étoiles de l'Est, oui.
Okay. Là, je tourne la page, je rejoins Manic. Et l'objectif, c'est toujours le même. Produire le plus de joueurs pour l'équipe nationale, pour le Canada. Je veux voir le Canada qui gagne des matchs à la Coupe du Monde. Alors pour moi, c'est très important de transmettre ça à tous les jeunes. Et même s'il n'y a pas des jeunes qui seront au niveau professionnel, mais au moins transmettre l'amour pour ce beau sport à ces jeunes-là. Est-ce qu'on a la bonne... Vas-y, Rius. Vas-y, Jeff. J'allais dire, est-ce qu'on a la bonne structure pour développer le soccer? On sait qu'on a mis en place là, le programme de reconnaissance des clubs qui peut-être aura certains résultats. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais j'en parlais dans un podcast il n'y a pas longtemps avec Arius où on comparait avec le système américain qui, je pourrais dire, il y a comme un système parallèle au système scolaire qu'on n'a pas ici au Québec et qui pourrait être important parce qu'on perd des joueurs dans le réseau là, en misant beaucoup sur le soccer académique. Regarde, c'est un bon point que vous amenez et je pense que oui, les licences de clubs, c'est bien, ça pourrait être très, très bien. Ça va prendre du temps. On part de loin. On part vraiment de loin. Alors, il va falloir que les clubs commencent vraiment à travailler. Tu sais, avant, c'était comme, tu sais, on travaille, on joue des matchs, on fait le 3. Mais moi, aux Étoiles de l'Est, je disais toujours, si votre objectif, c'est seulement de faire le 3, mais restez récréatif, restez en dehors. Notre club, c'est pas pour vous. Je veux faire le 3, je veux que les jeunes jouent en 3, je veux que nos équipes participent en 3, mais il faut avoir des objectifs plus hauts, plus loin, pas des objectifs qui durent 1 an, 2 ans. Il faut viser plus loin. Et la licence des clubs va aider les clubs à mieux travailler. J'espère qu'il va y avoir une évaluation continuelle. Une continuité. Comme ça, une continuité dans l'évaluation. Comme ça, les clubs vont être supervisés et ils peuvent pas juste faire n'importe quoi sur le terrain parce que, tu sais, des fois, je marche, je vois des entraînements de certains entraîneurs, puis je me dis, mais ça, c'est pas bon pour les jeunes. Pourquoi on fait ça? Et ça, il faut que quelqu'un les dise. Honnêtement, il faut aller vers quelqu'un puis dire, regarde, c'est pas bon de faire ça. Parce que si. Puis, si on n'est pas capable d'avoir ces discussions honnêtes, le foot va jamais progresser. Non, pour aller dans le même sens, Sandro, tu as été directeur technique du club de l'Étoile de l'Est pendant 10 ans. Ouais. Dis-moi ce que tu penses du développement du foot au Québec versus ce que tu as voulu établir dans ton club. Parce que je sais que je te connais personnellement, je sais que tu as voulu établir une certaine philosophie de travail, puis tu viens d'en parler toi-même, que dans ton club, tu veux que chaque jeune ait un objectif, que ça soit court terme ou long terme à atteindre, et que est-ce que tu as été capable de l'installer ou pas vraiment? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que tu avais les ressources en place qu'il faut? Parce que là, on parle d'un changement de licence, on parle de reconnaissance. Est-ce que le Québec est prêt à ça? Est-ce qu'ils ont les ressources pour ça? Ça, c'est un grand problème. Les ressources, ils manquent. Puis, tu sais, c'est pas normal que... moi aussi, souvent, j'amenais des ballons au terrain. J'amenais 2 sacs sur mes épaules. Je sais que tu fais la même chose. Tous les entraîneurs font ça au Québec. Puis c'est comme, on n'est pas capable d'avoir nos propres installations centralisées où est-ce qu'on peut vraiment être tout le monde là-bas. Puis la réalité, c'est que oui, la culture, c'est difficile à l'installer. La mentalité, c'est difficile à l'installer. Mais moi, ce que j'ai fait dès que j'étais embauché par Étoile de l'Est, je me suis entouré tout de suite de staff comme moi, de staff comme toi, des gars qui ont joué, des gars qui étaient vraiment là pour le bien des athlètes. Quand je faisais les entrevues ou les colloques avec ces personnes-là, les colloques de travail, je demandais toujours, c'est quoi votre objectif? C'est la personne qui me dit, ouais, je veux
amener l'équipe en 3A. C'est pas ça ça l'objectif. Même avec les entraîneurs, c'était difficile au début, mais après ça, ils ont commencé à comprendre. J'ai amené un autre style d'apprentissage, j'ai amené un autre style d'enseignement dans les jeunes. Je demandais aux entraîneurs, mettez vos exercices et restez calme pendant 5-6 minutes, laissez exprimer les jeunes. Parce que c'est pas nous qui vont enseigner les jeunes. C'est pas nous. Les jeunes vont être enseignés entre eux. Entre eux, puis nous autres, on doit juste mettre des paramètres. Des paramètres d'apprentissage. Et le jeune, c'est lui qui doit parce que moi, je peux vous dire, regarde, je fais un exemple, je sais pas. Moi, je veux aller de Montréal à Milan et peut-être je vais prendre un vol direct. Mais toi, Ariel, peut-être tu vas prendre le vol à partir de Paris. C'est ça. Tu vas faire, tu vas changer d'avion, puis on va changer peut-être un autre avion, une autre place, whatever, Puis tout le monde va arriver là-bas, mais on va arriver tous dans une autre façon. Ouais, exact. Ça. Alors c'est la même chose pour le foot. Moi, je veux me rendre au but. Toi aussi, tu veux te rendre au but. Tout le monde veut se rendre au but et tout le monde veut marquer un but. Mais tout le monde a une différente façon de le faire. De le faire, ouais. Un autre style de jeu, un autre style de technique, un autre style de whatever, So, le jeune qui te dit, oui, mais moi, j'ai vu ça. Ah, OK, bien. Merci. Peut-être la prochaine fois, tu pouvais aussi regarder ça. Mais au moins, le jeune, il a sa propre responsabilité. Puis est-ce que tu trouves qu'on manque cette passion-là comme entraîneur? Parce que toi, je sais que tu es un gars très passionné. Ben, tu es un Italien, tu as le sang chaud. Moi, je suis un Haïtien, j'ai le sang chaud. On a la culture du foot, comme tu parlais tout à l'heure. Mais est-ce que on a assez d'entraîneurs passionnés qui sont là pour les bonnes raisons? Parce qu'on sait qu'on a un gros problème dans notre structure footballistique, si on parle. Moi qui ai été aussi directeur technique comme régional, je dis souvent, tant autant que il va y avoir des parents qui sont là pour des intérêts personnels, qui gèrent des clubs ou qui gèrent des régions, on ne va jamais pouvoir développer des joueurs de foot. Regarde, il faut des entraîneurs. Je m'excuse, mais moi, je suis pas un enseignant. Ma femme, elle est enseignante. Okay. Je peux pas aller dans une école pour enseigner. Parce que peut-être je vais enseigner historique, puis j'ai aucune savoir, aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Alors comment je peux oser rentrer dans une classe et demander aux jeunes de me suivre si moi, je suis pas capable de les montrer où aller. Alors oui, les bénévoles sont très appréciés. Tous les parents coachs sont très appréciés. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin des gens qui connaissent ce sport pour être capable d'enseigner, pour être capable de redonner à ces jeunes-là. Moi, je suis de l'avis que le foot, on doit trouver des investisseurs. Mais en ce moment, si on trouve des personnes qui investissent l'argent, il est perdu. En Italie ou d'autres pays, s'il y a quelqu'un qui investit dans un club et il vend le petit de 16 ans, le club reçoit l'argent. Notre club aux Étoiles de l'Est, depuis 10 ans, on a formé presque 18 à 20 joueurs qui sont au niveau professionnel en ce moment. En 10 ans, on n'a pas reçu un sou. Mais ça, c'est pas normal. Tu as amené le point la semaine dernière, justement, JF. Vas-y, pose la question. Tu as amené le point. Exactement. J'avais amené le point parce qu'il y avait eu, sans dire une chicane sur Twitter entre Nicolas Martineau et l'AS Blainville, mais il y a un joueur donc qui est de l'AS Blainville qui a quitté pour la CPL du côté d'Halifax, si je me trompe pas. Et l'AS Blainville dit, nous autres, on se ramasse les mains vides parce qu'on perd nos meilleurs éléments. Et je pense que c'était le cas avec Longueuil également. Quand l'Académie de l'Impact est arrivée, on a perdu les meilleurs éléments. Et là, tu as beau vouloir former des jeunes, ton équipe qui était au sommet, là, elle se ramasse en bas de classement, puis ça va être difficile pour plusieurs années là, parce qu'il n'y a pas de ressources. Mais à un moment donné, il doit y avoir un premier coup de pédale où ce que ça commence l'histoire des transferts. Et fait que c'est sûr qu'il faut un point de départ qui est peut-être pas facile à tracer.
mais c'est clair. Moi, je rejoins Sandro sur un point. Il faut un investissement massif. Ça va falloir de la volonté politique là-dedans et faut redonner à ce sport-là. Regarde, je pense que le monde sont trop habitués au sport nord-américain. Okay? Le hockey, il y a un draft, il y a un repêchage, il y a tout ça. Okay? Mais si on prend notre sport, on enlève tous les autres sports, on prend notre sport. Notre sport, il fonctionne comment? Le joueur de foot qui est dans l'académie à Ajax, lui, il vaut quelque chose. C'est ça. Je sais pas comment dire ça en français, mais comme the stock market. Il a une valeur. Oui, comme dans le marché Nasdaq, Nasdaq ou whatever, you know, like, puis ça vaut quelque chose dans les actions, exact. Okay? Ça vaut quelque chose. Alors, si ce jeune vaut $1 aujourd'hui, est-ce que je suis capable de l'amener à valoir $100,000 et le vendre? Puis c'est ça l'affaire. Alors, si on commence à faire ça au Canada, vous allez voir que le businessman, il va dire, OK, un instant ici. Si j'ai Arius, puis je mets des bons entraîneurs avec Arius, puis Arius, il progresse, et à 18 ans, je l'amène à Ajax, puis je le vends pour $5,000, peut-être j'ai fait un peu d'argent. Peut-être j'ai fait ça commence à changer. FC Dallas, ils ont vendu McKennie en Allemagne. Ils ont vendu Reynolds maintenant à AS Roma. Et ils ont fait de l'argent. Alphonso Davies qui part de Vancouver, ils ont fait de l'argent. Mais ce qui est bon au foot, c'est que si moi j'amène un jeune de mon club en Europe et le club, tout de suite, il reçoit, je sais pas, $10,000 de frais de performation. Mais ce club-là, il le vend encore. Moi, au niveau règlement, je reçois quand même un pourcentage de ça. Et tous les autres fois que ce jeune va être transféré, moi, comme club formateur, je reçois l'argent. Encore. OK. Wow. Alors, demain matin. Ce qui permet de développer le soccer. Exact. Puis, ça nous permet de développer. Mais, maintenant, Arius, quand il va aller sur le terrain, puis moi, je suis le directeur technique, moi, je vais demander un travail de 100% d'Arius. Parce que moi, je suis directeur technique, mais en haut de moi, il y a la personne qui a mis l'argent là-dedans. Puis cette personne-là va vouloir que moi, je tiens très dur avec le staff. Oui, voilà. You know? So, quand le business, les entreprises commencent à voir ça, là, ils vont dire, oh, wow, OK, un instant là. Si je forme des joueurs, puis c'est pas tous les clubs au monde sont tous des Real Madrid ou des Manchester City qui achètent des joueurs partout. Est-ce que tu penses que c'est un système qu'on peut installer ici, ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un système qu'on peut installer ici? Pourquoi non? Okay. Si l'impact, il le fait, pourquoi le club comme, je sais pas, Panalinos peut pas le faire? Voilà. Mais c'est parce que en ce moment, Panalinos, ils ont pas un gars qui met beaucoup d'argent. Ils ont les jeunes qui payent. Dès que les jeunes y payent, mais le club peut pas recevoir de l'argent. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Et ça génère, ça a une certaine limite également. Là. Les jeunes, oui, ils payent, là, mais à un moment donné, si on veut des stades, si on veut des équipements de qualité, si on veut pouvoir faire de la vidéo avec ces jeunes-là, si on veut vraiment pousser et leur donner un encadrement à la hauteur d'un certain développement, il faut cet investissement massif-là. Et Mathieu nous pose la question, pourquoi c'est compliqué de trouver des investisseurs pour le soccer au Québec? Je pense que c'est justement en lien direct avec le hockey, qui est une culture beaucoup plus nord-américaine, mais je me trompe-tu ou les jeunes, en progressant, mais que ces jeunes-là deviennent des gens d'affaires, ça se peut que cette nouvelle génération-là soit plus ouverte à investir dans le sport? S'il y a un retour, s'il n'y a pas de retour, je ne vois pas, une personne qui veut perdre de l'argent. C'est qui veut perdre de l'argent? Parce que, tu sais, on le voit, même au niveau de la MLS, tu sais, on le dit, Joël Saputo doit perdre autour d'une dizaine de millions par année depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas un homme d'affaires, en tout cas, à part Joël, qui tolérerait une telle perte, là. Fait que, il faut un certain retour à un moment donné. Puis, regarde, Atlanta sont rentrés dans la ligue, ils ont amené Almiron. Je pense, je suis pas sûr à 1000%, mais je pense qu'ils l'ont amené à peu près 8 millions, 10 millions de transferts. Mais ils l'ont envoyé à Newcastle
pour plus que 20 millions, 25 millions, quelque chose comme ça. Qui ont fait Ils ont double. fait 15 millions. Ben oui. Ils ont pris une action de, ils viennent d'où? De Paraguay, je pense. Ils ont pris une action de Paraguay. Ils l'ont acheté. Comme moi, j'achète sur mon ordinateur l'action. Exact. Puis, il est venu chez nous. Il a performé. Il a fait son travail. Et là, je le revends. Je fais 15 millions. Je transfère. C'est ça. So Ajax, dans les 2-3 dernières années, ils ont vendu combien de joueurs? Ils ont fait combien d'argent? Beaucoup. De Ligt. Ziyech, qui est à Chelsea, l'autre qui est à Manchester United, comment il s'appelle? Van der Beek, Frankie de Jong qui est à Barcelone. Ils ont fait plein d'argent parce qu'ils investissent beaucoup dans les jeunes. Et c'est pas pour rien qu'ils deviennent une des références à travers le monde quand on parle de club formateur, c'est Ajax. Exact. Mais c'est un jeu où est-ce que tu peux gaspiller beaucoup moins d'argent. Barcelone, ils ont fait beaucoup d'argent dans les années 2008, 2009, quand ils avaient l'équipe extraordinaire, là. Mais la plupart de l'équipe venait de leur académie. Alors, ils n'ont pas gaspillé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, non? Puis, ils ont fait beaucoup parce qu'au niveau mondial, c'était un wow. Pendant une décennie, ils ont fait beaucoup d'argent, c'est ça? Mais oui. Il y a des clubs comme Pescara. Il y a des clubs comme Pescara en Italie. Verratti, Immobile, Insigne. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ces jeunes-là. Beaucoup d'argent. Général nous dit, il y a Napoli qui sont les champions pour vendre des bons joueurs au transfert. Donc, ça, il y a plusieurs beaux exemples. Est-ce que dans toute cette pyramide-là, justement, on perd des joueurs dans le système en plus? Parce que présentement, on se le cachera pas, si on veut un jeune qu'on voudrait revendre ou qu'on voudrait séparer, il va passer par le cheminement, en tout cas PLSQ, CPL ici. Ben, pas au Québec pour l'instant, CPL, mais va passer PLSQ, va progresser comme ça, mais souvent pour se rendre à la porte de la PLSQ, va passer par le niveau collégial, le niveau universitaire. Mais est-ce qu'on peut avoir des bonnes têtes de foot, des gars qui ont la capacité technique d'aller connaître des hauts niveaux, mais parce qu'ils vont arrêter l'école en secondaire 5, il y a zéro avenir pour ces jeunes-là? Ou ils peuvent quand même se développer? Je pense qu'on doit établir c'est quoi les niveaux. Tu sais, moi, j'entends souvent, vous dites PLSQ. Ah oui, la PLSQ, c'est le compétiteur de CPL. Non, en dessous. C'est en dessous. Alors, si on commence pas à dire MLS, il est là. CPL, il est là. PLSQ, il est là. Universitaire. Hiérarchiser les niveaux. C'est ça, exactement. Puis, être tranquille, être fier de dire j'ai eu un joueur dans mon club de PLSQ qui est parti en CPL. Voilà. Mais là, CPL doit te dire merci et il doit te payer. Et la même chose doit. Alors, c'est ça qui se passe en Italie. Moi, quand je suis parti en Italie, puis j'étais vendu de la 4e division à la 1e division, mon club en 4e division a fait 850 000 $. C'est quand même un bon merci. C'est un bon, ben oui. C'est un bon investissement pour eux. Ben oui, mais le club ici à Montréal, Saint-Léonard, ils ont reçu zéro. C'est ça. Est-ce que c'est juste? Parce qu'ils ont rien en place pour pouvoir avoir quelque chose en retour. Pour aller dans le même... Vas-y, Jeff. Ben, j'allais dire, cette mécanique-là, elle s'instaure à partir d'où? C'est qui doit mettre son pied à terre et dire là, ça n'a pas de bon sens la façon que ça fonctionne. C'est-tu les clubs? C'est-tu les agents de joueurs? C'est-tu la fédération? À qui devient le rôle de dire là, la structure là, elle n'est pas à point? C'est la Fédération canadienne, c'est les fédérations provinciales. C'est dans tout ça. Moi, les clubs comme, je sais pas ton club où est-ce que tu travailles, Arius, combien de jeunes ils ont, mais le club que je travaillais pour, les Étoiles de l'Est, il y avait comme 1800, 2000 joueurs. En Europe, il n'y a pas de club comme ça. Mais non, alors, c'est des clubs de moi, 200, je pense que, 300. Exact. Moi, je pense que les clubs, les joueurs récréatifs, ça devrait aller à la ville. La ville doit mettre en place
une structure récréative. Et en haut de ça, peut-être avoir les clubs compétitifs qui commencent peut-être à 9 ans, 10 ans. OK? C'est ça. Et le récréatif, c'est où est-ce que ces clubs vont aller voir les joueurs. Les joueurs vont démontrer de l'intérêt pour rejoindre le club compétitif. Ouais. Mais la réalité, c'est que le compétitif doit rester entre 300 et 400 pour bien donner un service. Et si on reste entre 300 et 400, mais là, on a besoin moins de terrain, on a besoin moins d'entraîneurs, on a besoin moins, on peut mettre plus de temps à faire des choses comme analyse vidéo, les mieux développés. Et vraiment se concentrer sur l'enseignement, pas juste l'élite, tout le monde, mais l'enseignement des entraîneurs. Okay. Maintenant, c'est trop difficile. Un club peut avoir 50 entraîneurs compétitifs entre 3A, AA et A. Tous les entraîneurs en U4, U5, U6 qui sont des parents que tu dois les enseigner. C'est vraiment lourd. Gros. C'est lourd. C'est très lourd. En Europe, il n'y a pas de club communautaire comme Étoile de l'Est qui a plus que 200 personnes. D'où vient la problématique que le directeur technique laisse le parent gérer le club? Exact. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Laisse la gérante gérer le club. Et puis, c'est quand les problèmes arrivent, il doit aller éteindre le feu. Ouais. Alors, imaginez-vous, on a peut-être, je dirais, OK, U21, U18, U16, U14, c'est 4 équipes. Garçons, filles, c'est 8 équipes. OK? Ça veut dire 8 fois 18, c'est 80, c'est 150 joueurs. OK? Là, tu ajoutes les U12, U11, U10 et tout le reste en bas. Peut-être c'est même le club qui aide la ville à faire les programmes à gérer ça parce qu'on est les experts. Mais nous autres, mon temps, le temps d'Arius, le temps des experts doit être avec les autres, avec tous les autres. Parce que là, on peut faire des analyses vidéo, on peut faire plein de choses. Ou est-ce que ce moment, t'as pas le temps pour faire tout ça? Et est-ce que Urban nous demande, est-ce que la CPL est une solution? Je crois que Pacific FC se dirige vers ça, tandis qu'Edmonton fonctionne bien présentement. Moi, je pense que la CPL peut être une solution, mais la CPL doit, selon moi, avoir un processus, si on veut, promotion, relégation avec plusieurs niveaux, mais à un moment donné, on peut pas mettre plein de ligues, là. Fait que faudrait qu'on ait juste une structure, qu'on progresse dedans. Comme tu disais, Sandro, je pense que je te rejoins là-dessus. Faut sortir ça de la communauté, là. Faut pas que ça soit la municipalité qui vienne s'ingérer dans le rôle du développement des jeunes. En tout cas, ceux qui ont un profil compétitif. Je le vois comme ça. En Italie, les jeunes récréatifs, ça n'existait pas. Les jeunes récréatifs en Italie, ils jouent dans la rue avec les amis. C'est ça. Ça, c'est le récréatif. Okay. Ça n'existe pas il y a des villes avec peut-être 20 jeunes dans un groupe d'âge, mais c'est correct parce qu'ils enseignent tellement bien. C'est des centres de formation qui existent. Même s'il y a juste 20 jeunes à l'âge de 9 ans dans toute la ville, pour eux, c'est correct parce qu'ils enseignent tellement bien que les jeunes vont progresser. Moi, j'ai toujours dit, j'amène ici dans la province, même pas dans la province, dans la ville de Laval, où est-ce que récemment, il y avait comme 12 000, 13 000 joueurs dans toute la ville. J'amène 50 entraîneurs espagnols ou allemands ou français de France. Je fais une équipe de Laval plus forte que peut-être tout le reste du pays. Parce que c'est pas le nombre de joueurs qui est important, c'est vraiment la façon de la formation. Exact. Pourquoi un club comme Monteuil West Island fonctionne très bien, pour les autres clubs ça ne fonctionne pas bien? Ben je pense qu'à la base là il y a une question de ressources, il y a une question d'investissement également qui est fait et il y a une question également le fait que ça soit géré par la municipalité.
il y a un certain bassin de population également là, qui vient jouer. Tu sais, c'est sûr que demain matin, je pars ici avec un club de Rivière-du-Loup. Si je ramasse les 11 meilleurs éléments, il y a des bonnes chances que mes 11 meilleurs éléments soient moins forts que les 11 meilleurs éléments que le bassin, par exemple, du Grand Montréal. C'est ça, exactement. Puis c'est normal. Oui, mais si ce sont des athlètes, ils vont pouvoir apprendre. Ils vont pouvoir apprendre. So, tu sais, Patrice Bernier, il fait le même cours. Patrice Bernier fait le même cours comme moi, celui du Barcelone. Puis on jasait souvent. Puis il m'a dit une chose. Puis il a raison. Il a dit, eux autres se concentrent beaucoup sur leur prise d'information, ok, sur le terrain et prise de décision. Et il a dit parce que je pense pas que physiquement sont doutés. Est-ce qu'on dit douter? Oui. Ils ont pas un don. Doué, excuse. Ils ont pas un don physique. Alors pour eux, s'ils vont jouer un jeu physique contre, je sais pas, les Allemands par exemple, qui sont physiquement très forts, ils vont perdre. Alors ils doivent jouer dans une autre façon, puis ils vont jouer avec leur intelligence. Ils jouent sur leur qualité, sur leur strength, sur leur force. Ouais. Alors peut-être, tu sais, à Montréal, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de Algériens, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup d'athlètes. Mais peut-être dans un autre quartier, on doit trouver une autre façon de jouer, bouger le ballon plus rapidement et on peut avoir du compenser. C'est ça qui va compenser. Faut que ta faiblesse devienne ta qualité. Exact. Sandro, tu as quitté le foot, qu'est-ce que je pourrais dire, le foot public, local, pour aller vers le Manic FC. Manic FC, on voit très bientôt, ont un projet pour éventuellement aller dans la CPL. Parle-nous un peu de tes valeurs footballistiques. Tu parles que le Manic rejoint ta philosophie dans la pensée. Ça fait combien de temps tu pensais à un changement comme celui-là? Mais regarde, moi, je quitte pas. Alors, première chose, j'avais plus de contrat. Mon contrat était fini le 1er octobre. Alors, c'est pas que je quitte. J'attendais de voir. Il y a une fusion à Laval. Il y a une restructuration à Laval avec le foot. Dans l'Est, il va y avoir un club. Avec Montreuil, je pense, hein? Oui, exact. Alors, moi, je voulais des garanties de ceux qui allaient venir. Puis, j'ai pas reçu des garanties. Alors, moi, j'ai une famille, j'ai 2 enfants. J'ai pas de contrat. Je peux pas attendre un autre 6 mois, 1 an. Ça fait depuis le 1er octobre que j'ai pas reçu de paye et tout ça. Alors, je devais prendre une décision. Okay? Maintenant, la philosophie de Manic, c'est faire plus ou moins ce qu'on faisait aux Étoiles de l'Est. La seule chose, c'est que eux autres sont en train de faire des partenariats. Puis c'est pas des partenariats payés parce que j'ai vu des commentaires sur les réseaux. Ah oui, mais ils sont avec Rangers, mais c'est parce qu'ils payent un frais à Rangers. Non, ils payent pas de frais. C'est un partenariat entre Manic et Rangers. Là, ils vont annoncer bientôt aussi des partenariats avec des clubs en Allemagne. Ils sont en train de négocier un partenariat avec un club en Hollande. Ils ont déjà un bon contact en Angleterre. Alors, leur objectif, c'est de développer ces joueurs, créer le plus de cheminement possible pour ces joueurs-là. Et après ça, Arius, tu es un joueur 10 sur 10, on va t'amener chez notre partenaire en Allemagne. Sandro, tu es un joueur 6 sur 10, on va t'amener chez notre partenaire peut-être NCAA, universitaire. Ou en Hollande, le club, je sais pas quel club parce que le président, il me dit pas, mais peut-être c'est pas Ajax, mais peut-être c'est un petit club en Hollande. OK, parfait. Peut-être notre joueur 6 sur 10 peut aller essayer là-bas. Alors, si on forme plusieurs partenariats, là, on va créer des cheminements pour nos joueurs. Pour nos joueurs, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais amener. Ouais. Vous voulez amener parce qu'en ce moment, à Étoile de l'Est, exact, à Étoile de l'Est, nous autres, on avait un cheminement, l'Impact. Puis, on a envoyé plusieurs joueurs à l'Impact. On était fiers d'envoyer Matthew Caravolo à l'Impact. Pourquoi?
parce qu'après 2 ans, il a joué à la Coupe du Monde. Nous autres, aux Étoiles de l'Est, on ne pouvait pas offrir ça. Alors oui, on est déçus pas vraiment déçus, je ne veux pas utiliser ça comme mot, mais on est content, très content pour lui. Peut-être notre équipe 2003 va devenir plus faible, mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas l'objectif de l'équipe. C'est le jeune, il a joué à la Coupe du Monde, le plus haut niveau. C'est incroyable. Parce que l'objectif, à ce niveau-là, l'objectif ne doit pas nécessairement, en tout cas la finalité ne doit pas être juste de gagner des matchs, mais de former des athlètes. C'est exactement ça. Puis c'est là où est-ce que, souvent j'entends, ah oui, moi je veux détruire ce club, je vais prendre tous ces joueurs-là. Mais pourquoi on pense comme ça? On a tous la même mission. On n'est pas des clubs pro. Le seul club pro au Québec, c'est l'Impact de Montréal. Ouais. Eux autres doivent développer des joueurs pour leur club. Pourquoi? Parce que en haut de l'échelle, ils ont une première équipe. Étoile de l'Est, Ahansik, Panalinos, Montaille, Blainville, on est tous le même. On est tous le même. La mission devrait être la même chose partout. Former des athlètes. Former des athlètes. Pour pas notre gagner équipe, toi pour notre équipe. C'est ça, exact. Ouais. You know, like, il y a quelque chose de plus grand. Ben oui. You know, oui. Je suis d'accord. Est-ce que Sandro, le fait de vouloir toujours pousser les jeunes à aller à l'autre niveau, est-ce que c'est ton vécu? Par exemple, avec l'équipe nationale, tu as parlé du jeune qui a joué à la Coupe du Monde. Toi qui as joué contre l'Espagne, qui a marqué un beau but contre l'Espagne. Moi, j'ai vu le match à la télé. Je me souviens encore comme aujourd'hui. J'étais fier parce que je connais Sandro. J'ai joué avec Sandro. J'ai grandi avec Sandro. Est-ce que c'est ça ta satisfaction en tant qu'entraîneur? Moi, ma satisfaction en tant qu'entraîneur, c'est de donner le plus possible aux jeunes. Maintenant, le jeune qui peut arriver professionnel, je veux vraiment qu'il devienne professionnel. Si lui le veut. Si lui le veut pas, moi, je peux pas rien donner. Mais je suis sûr que je vais donner mon 100% sur le terrain pour que tous les jeunes aient ce qu'ils doivent avoir. Le jeune qui veut juste jouer, même si c'est un bon joueur, mais il veut juste jouer en compétitif, c'est pas un problème. Je vais lui transmettre l'amour de ce sport. Et peut-être il va devenir entraîneur un jour. You know? Nous autres, on avait souvent des joueurs dans le club qui travaillaient avec les plus jeunes. Les 99, c'était la première groupe d'âge où est-ce que j'ai commencé dans le club. Et dans cette équipe-là, on avait Alex Poirier, c'est un bon entraîneur en ce moment, avec les jeunes. Très, très bon. Un bon éducateur. Pourquoi? Parce qu'il a eu des bons entraînements. Il y a eu des bons entraîneurs. Il y a un autre, Cédric Béchard. Peut-être c'est pas des joueurs professionnels, mais c'est des joueurs qui peuvent vraiment transmettre quelque chose. Exact. Alors, tout le monde a sa place. Mathieu Catavolo, il a sa place. C'est une autre réalité, ça. Ça, c'est une réalité. Peut-être il va devenir un joueur mondial un jour. You know? Ça, c'est une autre réalité. Mais on est tous à un niveau différent. Puis, il faut être fier de dire, lui, il devient un bon entraîneur. Excellent. Il reste dans notre sport. Et plus on fait ça, si tout le monde fait ça, un jour, on va augmenter le niveau. On va augmenter le niveau, puis on va augmenter la bonne culture de foot aussi. C'est ça, exactement. La base. Puis les parents coachs qui ont vraiment des compétences, qui veulent vraiment apprendre, sont le bienvenu. On va essayer de les apprendre aussi. Mais souvent, il y a des parents qui veulent pas vraiment le faire, mais ils n'ont pas le choix parce que les enfants sont là. Et le club a des besoins. C'est ça. Exact. Et ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui. Parce qu'il y a mon garçon ou il y a ma fille, puis il y a tous ses amis. Et là, cette équipe-là, ils n'ont pas d'entraîneur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? You know? C'est ça. Mais... C'est ça qu'on veut essayer d'éviter. Exact. You know? Ouais. Puis, éviter aussi le fait de... Oui, vas-y. Ouais, excuse-moi. Non, juste éviter le fait d'avoir un entraîneur, un parent qui est là avec une équipe pendant 8 ans, 9 ans. 8 ans, c'est ça. Puis il n'y a aucun développement qui se fait. Le jeune, il se statue à un certain niveau et puis il lâche le soccer par après. Ça, on en a discuté souvent, JF et moi.
Et Ben puis, je suis content Nous que autres, on avait t'amènes un ce sujet. entraîneur dans notre club. On avait un entraîneur, il s'appelle Nelson Rodriguez. C'est un parent coach. Et lui aussi, à un certain moment, j'ai dit, Nelson, tu es un bon entraîneur, tu es un bon éducateur, mais tu dois arrêter de coacher tes enfants si tu veux être vraiment un entraîneur. Il a pris une autre équipe. C'est un entraîneur fantastique. Il coachait les U12, mais il coachait pas ses enfants. Il avait compris. Puis là, il devient un bon entraîneur, you know? Passionné. Les intérêts deviennent différents. Les intérêts deviennent différents. Moi, avant ma dernière question, je ne sais pas si Jeff a d'autres questions. Non, Est-ce que pour aller avec le Manic, est-ce que ça te donne une opportunité pour toi, personnellement, de progresser comme entraîneur pour aller vers l'Europe? Est-ce que c'est ça ton objectif, Sandro? Oui, c'est sûr. Mon objectif, c'est de partir. J'ai eu des opportunités dernièrement. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'est correct. J'ai confiance qu'un jour, la porte va sonner. Il paraît que le CF Montréal va chercher un entraîneur-chef sous peu. Alors, avec Manic, le directeur technique, c'est Alain Olio. Il a travaillé avec Lyon, un des plus grands clubs au monde, un des clubs en France qui a produit le plus de joueurs. Et je pense que je suis prêt à m'asseoir avec lui et apprendre. C'est un homme avec beaucoup d'expérience. Je veux apprendre de lui. Puis si je performe, si il a confiance en moi, puis si un jour il va me dire, Sandro, j'ai cette opportunité en Suisse ou en Allemagne ou whatever, j'ai un ami, je pourrais t'ouvrir cette porte. OK, c'est bon. Si il y a rien qui ouvre, mais j'ai eu la chance de travailler avec un gars qui a travaillé avec Lyon. You know, so, ça va peut-être arriver par le Manic également. Ça va peut-être arriver par le Manic avec les partenariats justement qu'on parlait tout à l'heure qui vont s'établir. C'est une belle opportunité, le Manic. On est-tu capable de statuer où est-ce qu'on en est dans l'établissement d'un club CPL vers où est-ce qu'on est ou c'est encore trop embryonnaire à ce moment-ci? Regarde, ça c'est des questions pour le président. Je sais que il y a des gens autour de lui avec un peu d'argent qui travaillent fort pour trouver des solutions. On sait que c'est toujours une question de finances, hein, être propriétaire d'un club. Money talks, yeah. Ouais. Puis, mais j'ai confiance que c'est la Ligue CPL, on doit avoir un minimum de 18 clubs, 20 clubs à travers le Canada. Puis si on fait ça, le foot va vraiment progresser parce que on voit beaucoup de jeunes qui ont des opportunités en ce moment. Puis il faut en créer plus d'opportunités. C'est la seule façon. Ouais. Super. Je pense que oui. Écoute, c'est sûr qu'on pourrait continuer toute la soirée, Sandro, parce que ça revient vraiment loin l'histoire, notre historique dans le foot ensemble. Écoute, c'était vraiment un privilège et merci encore une fois pour avoir partagé toute cette expérience, toute cette connaissance avec les auditeurs ce soir. Puis merci pour les auditeurs de votre patience et puis de votre écoute. Et puis, je te remercie encore une fois. Sûrement, on aura encore une autre occasion de discuter, Sandro. Mais je te souhaite bonne chance dans tous tes prochains objectifs et puis beaucoup de succès avec le Manic. Merci à vous deux. Puis la porte est toujours ouverte. J'aime parler de foot. Pour moi, faire des podcasts comme ça, c'est juste jaser. C'est un plaisir. C'est comme être avec les amis au Café Milano à Montréal. Je suis toujours ouvert quand vous voulez. Je suis là. Un texte. Excellent. Et on jase. C'est parfait. Merci, Sandro. Je te souhaite une Merci excellente fin de soirée. Merci. Bye-bye. C'était donc Sandro Grande qui était là avec nous pour partager cette passion. Puis on le sent, hein, Arius, ça le transpire, cette passion-là. Oui, vraiment, vraiment. Et puis, c'était vraiment intéressant. On n'a pas vraiment touché tout, mais c'est vraiment, moi, j'ai eu l'opportunité de fréquenter Sandro et puis même sur le terrain, en dehors du terrain, la passion, la flamme. Et puis, et aujourd'hui, les jeunes de l'Étoile de l'Est et beaucoup de jeunes au Québec peuvent en témoigner parce qu'ils ont eu la chance de fréquenter Sandro Grande. Et puis, un homme génial pour le développement du foot au Québec. Vraiment. Ça clôt le débat pour ce soir.
Et on se retrouve, donc, restez là, on se retrouve la semaine... jeudi. Hey, demain, on peut pas manquer ça, c'est le lancement du maillot. Lancement du maillot, donc nouveau maillot jersey du Club de foot Montréal. Il y a eu quelques leaks qui sont sortis dans les derniers jours, donc on va voir demain 11h. Quel sera exactement l'uniforme montréalais? Et je pense qu'on va en profiter. En tout cas, moi, je pense qu'on va annoncer le capitaine demain. J'imagine un Samuel Piette avec Thierry Henry, entraîneur-chef. C'est à y voir, Ouais. Merci Arius, bonne fin de soirée. Merci Jeff, bonne soirée à vous deux, bye. Bye. Hey, bonne soirée à tout le monde. Je tiens à remercier donc Sandro Grande et Arius pour ce magnifique podcast. Encore une fois, je vous invite, si c'est pas encore fait, à devenir membre premium pour ne rien manquer de notre contenu. C'est seulement 4$ par mois. Vous aurez accès à tout le contenu produit par BBN Media, incluant donc les émissions cachées, les émissions spéciales, les émissions adressées exclusivement aux membres et du contenu donc à l'écrit également lorsque le besoin se fait sentir, lorsque les nouvelles donc se font sentir en ce sens-là. Donc, merci à vous tous d'être là et de supporter le projet de BBN Media. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain, 20h, pour l'annonce donc du maillot officiel du Club de foot Montréal. Et on va se parler des dernières rumeurs et de tout ce qui englobe donc cette sortie du Club de foot Montréal, demain prévu, je le rappelle, à 11h. La version audio du podcast sera disponible dans quelques instants, mise en ligne sur la plupart des plateformes de balado-diffusion, donc que vous soyez avec Apple Podcasts, Spotify. Nous serons sur toutes les plateformes dans quelques instants. Merci à vous tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée.